De retour avec vous, on va entamer le débat à proprement parler. Mes invités aujourd'hui, Vincent Roy est là. Bonjour Vincent, je rappelle que vous êtes journaliste. À vos côtés, Éric Martineau, député MoDem de la Sarthe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On accueille aussi l'avocate Rachel Flore Pardo. Merci à vous pour votre présence. Et à vos côtés, Sébastien Rome, député LFI de l'Hérault. Sébastien Rome, ça montre quoi? Que la marge de l'exécutif, les leviers, la marge d'action est très ténue aujourd'hui si on en appelle aux banques? Non, ça veut dire qu'en fait, on ne s'attaque pas réellement au problème. Et le problème, c'est notamment les marges de l'industrie agroalimentaire, c'est les marges des négociants. Enfin, je prends un exemple, celui de la viticulture. J'avais déposé un amendement qui permettait de faire verser un acompte de 15%, ce qui n'existe pas dans la viticulture, qui est normalement, qui doit être pratiqué. Eh bien, bon, c'est passé avec le 49.3, etc. Bon, voilà, c'est passé à l'as, on voit quel est le problème. Mais en fait, il faut aller chercher l'argent où il est. Et l'argent, il est dans les marges que font les industriels, les intermédiaires, en fait, la grande distribution. Voilà, c'est là où on peut rééquilibrer. Bon, c'est une mauvaise solution, je crois, que d'en appeler aux banques, parce que, encore une fois, on est en train d'endetter nos agriculteurs, et donc on repousse un peu plus loin la difficulté qui va arriver. On voit avec les prêts, les PGE par exemple, les entreprises se retrouvent en difficulté. Est-ce qu'on veut mettre à nouveau les agriculteurs en difficulté dans les années qui viennent? Alors après, quand on dit prix plancher par rapport à quoi? Parce que je suis désolé, j'étais aussi président de mon groupement de producteurs. Lorsque vous avez un seul produit qui est la pomme et que vous sortez la liste des articles de tout ce que nous vendons, ça correspond à 32 pages A4 pour une semaine. On voit bien la difficulté. Donc, alors répondez-lui, puis après on intègre les autres. Egalim 2, Egalim 3, Egalim 4. On voit bien que finalement, voilà, on n'arrive pas à trouver la réelle solution. Et effectivement, il faut avoir plusieurs dispositifs qui sont mis en même temps. Donc, un prix plancher, effectivement, un prix minimum garanti, bien sûr. Mais à côté, il faut faire en sorte, comme je le disais, d'encadrer les marges de l'agro-industrie, mais aussi de faire en sorte de nous protéger de la concurrence internationale déloyale. Et voilà. Et ce sont ces trois mesures, avec ce qu'on appelle les clauses de sauvegarde, en fait, qui sont des clauses de protection, qui ont été mises. Une seule a été mise en place par le gouvernement, à force de notre pression. Eh bien, il y a d'autres points sur lesquels concurrence déloyale, d'ailleurs, intra-européenne. On ne parle pas que des... Mais ce qui m'étonne dans ce débat-là, c'est que quand même, ça existait jusqu'en 92 dans la PAC. Ça existe aux États-Unis, le fait de fixer les prix en mettant les consommateurs, en mettant les producteurs, en mettant les négociants, tout le monde autour de la table avec l'État. Ça existe au Canada. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui pose problème qu'on libéralise plus en Europe et en France qu'ailleurs dans le monde. Il n'y a pas la même concurrence extérieure. Il n'y a pas la même concurrence extérieure à l'extérieur des frontières américaines. Mais c'est vrai qu'on fait un réajustement en fonction des États. Non, mais ils se sont protégés. Vous savez qu'ils sont, ils sont protectionnistes. Se protéger. Allez, Éric Martineau, c'est un acte de courage que de s'y rendre samedi, parce que je vous ai vu vivement réagir. Oui, bon, certainement, en privatisant le salon de l'agriculture, en y mettant nombre, force de l'ordre. Donc oui, bon, il fallait qu'il aille au contact, mais quand on voit dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, effectivement, on a édulcoré au maximum. Et même en édulcorant au maximum, on a vu que ça a été une catastrophe en termes d'image. Et ne parlons pas de la question du débat où tout le monde s'est désengagé. Non, je pense que c'est une très mauvaise séquence pour Emmanuel Macron. On reparlera peut-être de l'Ukraine après, mais on va en parler. On a un président qui parle trop. 76% des Français qui ont été sondés disent non, il ne faut pas envoyer de troupes militaires françaises en Ukraine. Et c'est même encore plus marqué quand on regarde les familles politiques et qu'on est de droite. Aujourd'hui, regardez l'affinage. Alors évidemment, tout le monde est opposé, mais il y a un petit différentiel quand même. Total droite, c'est 81% qui disent non, absolument pas. Et total gauche, 67%. Mais enfin, on est quand même on reste dans le ratio des oppositions. Dire quand même que le président de la République peut parler et faire des annonces en disant que ça ne va pas être suivi des faits, c'est quand même un gros problème de perte de crédibilité au niveau international. Et d'ailleurs, tout le monde
a compris ce qu'il a dit, puisque l'OTAN a démenti qu'on allait envoyer des troupes, les États-Unis ont démenti, tout l'Allemagne, enfin tout le monde a démenti. Donc apparemment, il n'y a qu'en France où on aurait mal compris, mais le monde entier a compris ce qu'a dit Macron. Donc effectivement, c'est un vrai problème quand on est dans la diplomatie internationale. Il y a une chose qu'il faut apprendre, c'est souvent à se taire et jamais annoncer clairement, surtout quand on est dans une situation aussi délicate avec une puissance nucléaire, alors qu'on est nous-mêmes une puissance nucléaire, on a à le moins parler possible. Oui, voilà. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a un président de la République qui parle contre sa diplomatie. Et c'est là où il y a bien le problème. Enfin, il y a des tribunes qui ont été écrites par des diplomates qui venaient contredire, notamment sur la situation palestinienne et israélienne, sur Emmanuel Macron, avec des déclarations à l'emporte-pièce, là aussi. Donc oui, on peut avoir une force diplomatique, mais encore faut-il Nous avons un président qui veut surprendre. Le fait de légaliser l'IVG a été fait pour protéger les femmes dans leur santé, parce que beaucoup mouraient ou avaient des complications extrêmement graves. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que c'est un droit fondamental. Eh bien, ce droit fondamental, comme tous les droits fondamentaux, doivent être inscrits dans la Constitution. Et nous étions favorables à ce que aussi l'accès soit garanti. Ce qui est parce que, par exemple, moi, sur ma circonscription... Il y a des délais d'attente qui sont trop longs, en effet. Oui, par exemple, j'ai une maternité qui a fermé à Ganges, eh bien, le centre IVG est remis en cause. Oui. Et ça, c'est une problématique. Alors, on voulait le voir garantir dans le texte, ça n'y est pas. On a eu le mot garantie qui est là au moins pour faire compromis avec le Sénat. Eh bien, on espère que ce compromis, les sénateurs vont le respecter. S'il s'agit auquel cas de craindre pour l'avenir, car après tout, on ne sait jamais ce qui se passe. Auquel cas, et c'est pas question, pourquoi on a fait notre Constitution, on a inscrit la liberté, par exemple, de parole, parce qu'on craignait à l'avenir qu'on puisse limiter la liberté de parole. Alors là, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'avenir. Merci beaucoup. Merci, on arrive à la fin de ce débat. Merci à tous d'avoir pris part à ce moment avec nous.